À chaque fois que j'évoque mes carnets sur les réseaux sociaux ou sur la newsletter de Change ma vie, je reçois plein de questions. Combien j'ai de carnets? Comment est-ce que je m'en sers? Est-ce que je les relis? Est-ce que j'ai peur que quelqu'un les lise? Et donc dans cet épisode, je me propose de répondre à toutes vos questions, de vous expliquer comment fonctionne mon système de carnet et comment est-ce que vous pouvez vous en inspirer pour créer le vôtre. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis master coach certifiée, je suis autrice. J'ai écrit le livre La méthode Change ma vie qui vient juste de sortir au format poche et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur ce podcast Change ma vie, je vous propose chaque semaine des outils précis et concrets de développement personnel et de coaching pour que vous puissiez changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Tout au long de cet épisode, je vais donc répondre à des questions qui m'ont été posées sur mon système de carnet. Alors si vous écoutez la version audio seule de cet épisode, je vous précise qu'en allant voir sur YouTube la version vidéo, vous pourrez voir les carnets que je vais pouvoir vous montrer et pas seulement vous en parler. La première question à laquelle je vais répondre, c'est « As-tu plusieurs carnets en même temps, par thème ou par fonction, et lesquels ?» Donc je vous propose un petit tour d'horizon des carnets que j'utilise de façon quotidienne. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est le carnet de mes flots de pensée. Donc, qu'est-ce que j'appelle des flots de pensée? C'est le fait de, alors pour ma part, tous les matins, écrire la date et écrire les pensées que j'ai, mes préoccupations et aller creuser un petit peu pour comprendre qu'est-ce qui me préoccupe, pourquoi, qu'est-ce qui se cache là-dessous, etc. Alors, je fais moi des flots de pensée que j'appelle des flots de pensée dirigés, c'est-à-dire que c'est pas seulement de retranscrire sur papier tout ce qui me passe par la tête, comme on peut, c'est une méthode aussi. Moi, ce que je fais pour aller plus droit au but et vraiment utiliser au mieux le temps que j'y consacre, c'est de partir de questions qui sont des questions qui vont me permettre d'aller creuser ce qui est le point de préoccupation principal pour moi à ce moment-là et ce qui va du coup me faire avancer le plus possible pendant cette session de flow de pensée. Donc, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, j'applique la méthode de coaching qui est la méthode de coaching Change ma vie, qui permet justement de savoir quels sont les sujets sur lesquels on a besoin d'avancer, qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous bloque, pour aller creuser exactement ça. Et ce que je fais aussi, c'est qu'au fil de mes journées, en fonction de mes conversations, de mes lectures, de choses que j'entends ou que j'écoute, je note sur une note de mon téléphone des questions ou des points d'exploration sur lesquels je me dis « Ah, il y aurait quelque chose à creuser là-dessus ». Et donc, quand je démarre mes flots de pensée, soit j'utilise la méthode de questionnement du coaching Change ma vie, soit j'emprunte une des questions que j'ai pu noter sur cette note-là. Le deuxième carnet que je vais vous présenter, c'est celui-ci, il s'appelle le 6-Minute Diary, donc ce qui veut dire en français le journal de 6 minutes. Donc c'est un carnet que j'achète qui est tout fait et qui est prévu pour, qui permet de façon quotidienne d'avoir une partie qu'on peut remplir le matin et une partie qu'on peut remplir le soir, ce qui permet de se poser une typologie de questions les mêmes tous les jours. Donc le matin, c'est les gratitudes, les intentions pour la journée, et le soir, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai appris et quels sont les beaux moments que j'ai vécus. Donc j'aime bien ce format, ça fait quelques temps que j'achète celui-là et donc j'alterne. Il existe aussi en bleu, donc j'alterne le rose et le bleu. C'est un carnet qui permet d'être tenu, je crois, ça doit faire 4 ou 5 mois à chaque fois. Et j'aime bien ce petit rendez-vous avec moi-même. Donc évidemment, vous pourriez faire ça sur n'importe quel carnet. Il se trouve que ce sont des jolis objets et donc j'aime assez m'en servir. Troisième carnet de mon système de carnet, c'est celui-ci qui est mon carnet Change ma vie. Alors, mon carnet Change ma vie dans le sens où c'est mon carnet professionnel sur lequel je note mes notes prises en réunion avec mon équipe, en rendez-vous avec des personnes extérieures à mon équipe. Quand je me pose pour réfléchir à un sujet, voilà, c'est là-dedans que je le fais. Quand j'ai l'occasion de participer à des masterminds avec d'autres entrepreneurs où on réfléchit à notre activité, etc., c'est là-dessus aussi que je prends mes notes. Et il se trouve que c'est un carnet qui est littéralement Change ma vie, puisque je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir en vidéo. Mais ce sont des carnets que j'ai fait fabriquer avec écrit Change ma vie dessus, qui sont une couverture donc cuivre rose que je trouve très jolie. Alors là, j'ai mis un sticker dessus, mais il y a écrit Change ma vie en creux sur la couverture. Je vous précise que ce que je préfère dans les carnets, et ce que je choisis systématiquement, ce sont des carnets qui ont des pages avec des pointillés.
Donc là, pareil, je regarde, est-ce que vous pouvez arriver à voir en vidéo? Donc, moi, j'aime pas trop les pages... alors, j'aime pas les pages blanches parce que j'écris pas droit, mais j'aime pas les pages avec les lignes parce que ça me rend claustrophobe. Et donc, les petits points pour matérialiser les lignes, j'aime bien parce que c'est une structure qui respire. Et donc, systématiquement, c'est ça que je prends. Ma préférence, c'est quand le papier est plutôt crème. Ces carnets-là que j'aime beaucoup de chez Rhodia, qui s'appelle le Goal Book, donc c'est celui-là que je prends pour mes flots de pensée. Malheureusement, ils sont passés à une couleur de papier. Avant, c'était crème, maintenant c'est blanc. J'aime moins bien, mais j'aime beaucoup la couverture qui est veloutée. Ça fait un toucher un petit peu comme si c'était en daim. Donc j'aime beaucoup ces carnets que j'ai eu en plein de couleurs. Voilà. Mais ma couleur préférée, c'est encore taupe. Voilà, celui que je vous montre. Celui que je vous montre ici. C'est important d'avoir un carnet qui esthétiquement nous plaît. Enfin, je pense que ça, c'est la base. Pour qu'il y ait un côté, un lien émotionnel et esthétique qui soit fort. Et le dernier carnet que je vais vous présenter, c'est mon agenda papier. Donc là aussi, j'ai collé des stickers. Mais donc ça, c'est un agenda Moleskine qui permet... Donc moi, j'aime beaucoup le format parce que le format, il y a des doubles pages qui représentent la semaine avec les jours en vertical, donc pour noter les rendez-vous. Donc comme j'ai pu le faire, par exemple, sur une semaine comme ça. Vous voyez, je matérialise les rendez-vous. Mais d'une semaine à l'autre, il y a une double page qui permet la prise de notes. Enfin, alors, on le structure comme on veut, mais moi, en fait, la façon dont je le structure, c'est que ça me sert à faire ma to-do list pour la semaine. Donc, je note la semaine et ensuite, ma to-do list, je la structure par catégorie de tâches. Puisque moi, au cours d'une semaine, enfin, je pense pour la plupart des gens, j'interviens sur une variété de projets avec une variété de casquettes de responsabilités. Et donc, plutôt que d'avoir une to-do list en vrac non hiérarchisée, j'ai une to-do list qui est plutôt thématisée. Donc, si je vous montre pour une semaine passée, bah là, on voit en fait que j'ai des nuages de tâches. Et donc, au fur et à mesure, je coche, je barre. Et à la fin de la semaine, ce que je n'ai pas fait, parce que évidemment, je prévois toujours plus de choses sur ma to-do list que je n'ai de temps pour les faire. Et donc, à la fin de la semaine, ce que je n'ai pas fait, je le reporte à la semaine d'après et je mets une petite flèche pour montrer que je l'ai bien récupéré. Et une section qui, pour moi, est précieuse dans cette façon de faire, c'est que j'ai une catégorie qui s'appelle Later, donc plus tard, qui me permet de noter ici les choses que je voudrais faire, mais je sais que ça va pas se faire cette semaine. Et donc, ça me permet d'une semaine à l'autre de reporter des sujets qui ne sont pas la priorité maintenant, mais j'ai pas envie d'oublier, j'ai envie d'y venir. Et je vous précise également que j'ai une section qui s'appelle Perso, où ça, c'est ma to-do list personnelle. Donc, moi, je mêle ma to-do list professionnelle et ma to-do list personnelle parce que, comme je suis mon propre chef, il est possible que je m'occupe de choses personnelles sur ma journée professionnelle. Voire de choses professionnelles sur mon temps personnel d'ailleurs. Mais voilà, ça me fait une vue d'ensemble de ce que j'ai à faire sur la semaine en pro et en perso. Ça m'évite d'oublier des trucs perso parce que je suis trop focus pro. J'ajoute que c'est aussi dans ce cahier-là, dans ce carnet-là, que je note par exemple les livres que je lis. Donc là, c'est tous les livres que j'ai lus sur cette année, parce que si je note pas, j'oublie et j'aime bien revenir dessus après, notamment quand on me demande des recommandations. Et c'est aussi sur ce carnet-là que je suis susceptible de prendre d'autres notes, donc sur des objectifs, sur des films que j'ai envie de voir, ce genre de choses. Donc c'est un peu un carnet à tout faire, mais c'est essentiellement un agenda et une to-do list. Donc voilà un petit peu ce fameux système de carnet. On va revenir un petit peu plus dans le détail à travers les autres questions que vous m'avez posées. Mais une première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que parmi les carnets que je vous ai cités, est-ce que vous avez un équivalent? Est-ce que vous pensez qu'un équivalent correspondrait à vos besoins et vos envies? Si oui, quelle forme est-ce que ça pourrait prendre? Une question qui m'a été posée, c'est comment ne pas trop se disperser? J'ai commencé une dizaine de carnets que j'oublie. Donc ça, c'est un phénomène qui est hyper classique. Donc je veux complètement normaliser le cimetière des carnets oubliés qu'on a dans un fond de placard. Et à mon sens, ce que ça révèle, c'est que c'est un carnet qu'on a créé sans avoir un besoin, soit un besoin clairement identifié, soit un besoin qui existe tout court. Donc il est possible qu'on ait créé un carnet, par exemple, je parlais d'un carnet pour les films qu'on a envie de voir ou les livres qu'on a envie de lire, mais ça mérite pas tout un carnet. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, c'est que si c'est un carnet dans lequel on a des choses à noter
de façon trop épisodique, on va juste oublier que le carnet existe. Et donc, quand on a envie de voir, je sais pas, un film, une série ou qu'on a envie de lire un livre, on va le noter ailleurs parce qu'on a oublié que ce carnet était là. Donc, moi, je suis plutôt partisane d'avoir peu de carnets qui servent à plus de choses pour que ce soit des carnets que j'ai entre les mains de façon quotidienne et dont je sais que si j'ai noté quelque chose quelque part, c'est là-dedans et ça évite le côté j'ai oublié un carnet quelque part. Il peut arriver aussi que le carnet oublié dans un fond de placard corresponde à une aspiration qui n'a pas été suivie dans le temps. Je vais vous donner un exemple. J'avais lu un livre très intéressant pour développer ses compétences de storytelling, donc pour raconter les histoires. Et donc l'auteur conseillait de prendre un carnet et tous les jours de noter quelque chose. Donc le livre s'appelle Storyworthy, donc digne d'être une histoire digne d'être racontée, on pourrait dire ça. Et donc l'idée c'était tous les jours de noter quelque chose qui m'était arrivé dans la journée et qu'on pourrait raconter, qu'on pourrait utiliser pour s'entraîner à raconter une histoire. Donc je l'ai fait un peu, mais en fait c'était pas une priorité pour moi, même si ça m'intéresse conceptuellement. C'était pas une priorité pour moi, donc j'ai un petit peu abandonné ça. C'était un carnet qui était sorti, mais en fait, je m'en servais pas. Donc, j'ai décidé de le ranger et je ne fais pas le deuil de faire ce projet et effectivement d'avoir cette routine-là. Aujourd'hui, ça ne correspond pas à mes projets. Et donc, ce carnet, il est dormant dans un placard. C'est un très beau carnet d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être, donc là, ça reflète une aspiration qui était la mienne à un moment. J'ai démarré le carnet, l'aspiration est un peu à fait pchit et donc, c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est de pas se juger. Des carnets, on en a, c'est pas une denrée hyper rare, et donc on peut toujours, c'est pas très grave d'avoir un carnet qui pionce quelque part. Question suivante, comment fais-tu pour retrouver ce que tu as noté il y a 6 mois ? Alors, la façon dont moi je fonctionne, c'est que mes carnets sont purement chronologiques. Donc, j'ai pas d'index, j'ai pas de catégorisation, il n'y a pas des trucs où je démarre du début, de la fin, etc. C'est vraiment uniquement chronologique, et donc ce que je fais quand j'ai terminé un carnet, c'est que, alors, sur les carnets Leuchtturm, donc là, ça c'est la marque Leuchtturm, je crois que Moleskine fait pareil. Dans le rabat à l'arrière du carnet, il y a des autocollants qui permettent d'archiver les carnets. Donc moi, quand j'ai terminé un carnet, je colle un autocollant sur la couverture et sur la tranche pour dire quel était le mois, la période que ça a couvert. Donc là, en l'occurrence, celui que je vous ai sorti, c'est mai 2023 à avril 2024. Donc c'est noté dessus. Comme ça, quand je les ai, alors moi je les archive dans un placard, donc je vois sur la tranche quelle est la date. Et ensuite, si je me souviens, par exemple, que c'est quelque chose que j'ai noté, donc là, il y a 6 mois, on était en avril dernier, eh bien, si c'était le carnet d'avant, je reprends le carnet d'avant et je retrouve la page qui correspond à ce que j'avais noté. Puisque mes prises de notes, en particulier, alors mes flots de pensée, je date toujours, je note la date. Je note la carte de tarot que j'ai tirée ce jour-là et ensuite je fais mon flot de pensée. Donc si je veux revenir à quelque chose que j'ai écrit, je me réfère à la date. Et c'est pareil pour ma prise de notes professionnelle. À chaque fois, en fait, ce que je fais, c'est que je note quelle est la réunion ou quel est le rendez-vous et je note la date. Donc de cette façon-là, si je veux revenir aux notes que j'ai prises pendant telle réunion à tel sujet, eh bien je repars en arrière. Je suis consciente que c'est un système qui n'est pas infaillible. Il se trouve que j'ai une assez bonne mémoire visuelle et que quand je veux me souvenir de quelque chose que j'ai noté, en fait, et d'ailleurs c'est pour ça que je prends des notes à l'écrit, manuscrites plutôt qu'au clavier, parce que je me souviens mieux de ce que j'ai écrit à la main que de ce que j'ai tapé au clavier. Et souvent même, j'ai l'image visuelle de où sur la page est-ce que c'était, et donc ça me permet de retrouver plus rapidement la page. Donc le système n'est pas infaillible. J'aime bien aussi que ça compte un peu sur ma mémoire, parce que je pense qu'on a des façons de travailler qui, finalement, comptent de moins en moins sur le pouvoir de notre cerveau et le pouvoir de notre mémoire. Et donc, c'est pas mal aussi de faire travailler un petit peu son cerveau de ce point de vue-là. Une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce mieux un agenda papier ou électronique ? Alors, pour ma part, c'est les deux mon capitaine. Parce que justement, je me souviens mieux de ce que j'ai noté à la main. Donc, je note mes rendez-vous sur mon agenda papier, mais je les reporte aussi sur un agenda électronique. Donc, je suis consciente que c'est pas ultra efficace parce que ça m'oblige à une double saisie, mais parce que l'agenda électronique a le mérite d'être partageable avec mon équipe, partageable avec mon mari puisqu'on a un agenda familial partagé. Et ça me permet aussi, comme j'ai toujours mon téléphone sur moi avec l'application agenda électronique, de pouvoir avoir accès à mon agenda alors que vous vous doutez bien que je n'ai pas toujours cet agenda-là dans mon sac à main.
Donc personnellement, j'aime faire les deux. Donc du coup, des fois, il y a des petits problèmes de synchronisation, il y a quelque chose qui est noté d'un côté et qui n'a pas été reporté de l'autre, mais jusqu'à présent, ça n'a pas posé de problème majeur. En déplacement, lesquels sont du voyage. Donc j'emporte systématiquement avec moi en voyage le carnet des flots de pensée, puisque je fais un flot de pensée de façon quotidienne, y compris en vacances. Si ce sont des vacances pendant lesquelles je vais pouvoir déconnecter complètement, je n'emporte que ça comme carnet, c'est-à-dire j'emporte pas mon agenda, j'emporte pas mon carnet de notes professionnel, et j'emporte pas non plus forcément le carnet de gratitude. Enfin, ça dépend du temps de la place dont je dispose. En revanche, si ce sont des vacances pendant lesquelles il va falloir, comme je suis chef d'entreprise, rester un petit peu connecté à certains sujets, eh bien, j'emporte aussi l'agenda et le carnet professionnel pour pouvoir éventuellement répondre à des questions qui me seraient posées et qui nécessiteraient d'avoir ça. Mais en tout état de cause, le carnet de flots de pensée, je ne m'en sépare jamais et c'est sans doute celui qui me coûterait le plus de perdre ou d'égarer. Question suivante, est-ce que tu fais des flots de pensée tous les jours ou il peut y avoir des pauses? Donc, globalement, je le fais tous les jours parce que j'en ressens vraiment le besoin et que si je ne le fais pas, j'en ressens aussi les inconvénients en termes de brouillard mental, de difficulté à me connecter à mes émotions, d'impression de confusion ou voilà. Pour moi, c'est vraiment une hygiène mentale et une hygiène émotionnelle à laquelle je tiens beaucoup. Je fais des exceptions par exemple, quand on part en vacances, les matins de départ en vacances, je ne me vois pas nécessairement faire un flot de pensée alors qu'il y a 12 000 trucs à préparer et qu'on veut partir pas trop tard. Ça peut m'arriver aussi si j'ai un rendez-vous un peu tôt et que du coup, entre mes préparatifs, les préparatifs de mes enfants, en fait, il n'y a pas eu le temps. Donc ça peut m'arriver de sauter un jour. Et je m'aperçois aussi que dans les périodes où j'ai une plus grande charge de travail ou un niveau de stress plus important, je suis tentée de sauter le flot de pensée, ce moment de connexion à moi-même par l'écriture. Mais j'essaye de me reprendre dans ces moments-là parce que je sais que c'est justement dans les moments où j'ai une plus grande charge de travail, un niveau de charge mentale ou de stress plus important que j'ai particulièrement besoin d'avoir ce moment en début de journée pour faire la clarté à l'intérieur de mon esprit, pour me recentrer, me réancrer. Et je sais que ma journée se passera beaucoup mieux si j'ai eu ce moment de connexion avec moi-même. Donc c'est un peu cette vigilance à avoir dans ces moments-là. Si tu n'as pas le temps d'écrire le matin, le fais-tu en soirée? Alors, personnellement, je suis dans de bonnes dispositions pour écrire et faire des flots de pensée le matin, mais pas tellement sur le reste de la journée et certainement pas le soir. Donc, il peut m'arriver de faire des flots de pensée plus tard dans la journée, si par exemple, ça peut m'arriver d'être entre deux rendez-vous, d'avoir un petit temps de battement, de me poser dans un café, et là, j'arrive à me reconnecter à moi-même. Mais sinon, dans le reste de la journée, de ma journée de travail ou même de ma journée le week-end, je suis plus dans cet état d'esprit. Donc, si j'ai sauté le matin, je n'ai pas de rattrapage le soir. Je me dis, c'est pas grave, ce sera le lendemain. Néanmoins, ça, c'est très personnel. Et il y a des personnes qui préfèrent le faire le soir, qui sont dans un meilleur état d'esprit, enfin, pas meilleur dans l'absolu, mais un état d'esprit qui se prête davantage à la réflexion en fin de journée. Et ça peut d'ailleurs leur servir à décharger un peu la surcharge de pensée, etc., et se préparer au sommeil. Moi, personnellement, c'est pas le besoin que je ressens, en tout cas pas de cette façon-là. On revient sur le flot de pensée. Est-ce que tu vides tes pensées ou est-ce que tu les décortiques toujours? Alors, comme je l'ai évoqué, je vide mes pensées, c'est-à-dire je note sur le papier mes points de préoccupation, ce qui me tourne un peu dans la tête, ce sur quoi je rumine ou ce qui m'inquiète, etc. Et ensuite, je décortique plus ou moins profondément selon le temps et l'envie. Donc en fait, moi, la façon dont je procède, c'est que le matin, quand je me lève, après m'être fait mon café et mon petit déjeuner, en fait, je tire une carte de tarot en buvant mon café. Je note la carte de tarot. Alors parfois, la carte de tarot m'inspire d'ailleurs une piste de réflexion ou d'exploration pour mon flot de pensée. J'aime avoir au moins 5-10 minutes d'écriture autour de mes pensées et d'exploration autour de ce qui me préoccupe. Si j'ai un petit peu plus de temps et que j'ai un sujet sur lequel je suis inspirée, je peux écrire plus longtemps. Parfois, le flot de pensée, je le fais après avoir déposé mon fils à l'école et quand je reviens chez moi pour faire ma journée de travail. Ça dépend du premier rendez-vous que j'ai dans la journée. Et parfois, en fait, ce flot d'écriture se transforme en une séance de réflexion par écrit
parce que ça peut m'amener sur un sujet d'un projet qu'on veut lancer, sur lequel j'ai envie de rassembler mes pensées d'avoir une pensée plus stratégique. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est du perso, qui devient du pro, des interrogations sur un sujet qui en évoque une autre. C'est quelque chose qui est très, très vivant et très organique. Je ne fais jamais juste vider, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté prise de hauteur et exploration de voilà, pourquoi est-ce que je me dis ça, quel est l'effet de ces pensées-là sur mes émotions, sur ma journée et sur ce que je vais créer. Mais ce décortiquage, il est plus ou moins profond selon le temps dont je dispose et aussi selon mon énergie, parce que ça demande quand même de l'énergie et il y a des fois où j'ai juste pas la ressource et où je suis plus dans l'action que dans la réflexion. On m'a posé la question: quand as-tu commencé à utiliser des carnets? Est-ce que c'est venu seul ou sur un conseil? Alors, je pense que depuis que je sais écrire, j'ai des carnets et j'écris dans des carnets. Je me souviens d'un journal intime que j'ai eu, je pense, je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans, donc je le revois très clairement dans mon esprit. Vous savez, c'était un de ces journaux intimes qu'on vend avec un petit cadenas et une clé minuscule. Alors, ma sœur avait reçu en cadeau exactement le même journal intime, avec exactement le même cadenas et exactement la même clé, ce qui ne sert absolument à rien, parce que, évidemment, quand on a 8 ans, c'est parce qu'on ne veut pas que sa sœur lise le cadenas, c'est pour que sa sœur ne lise pas le carnet, donc il s'agissait plutôt de cacher le carnet que de le fermer à clé. Mais donc j'ai retrouvé ce carnet il y a quelques temps et donc voilà, c'est très intéressant de se replonger dans mes préoccupations de quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc j'ai toujours eu des journaux intimes que j'ai pas tenus en continu, mais j'ai toujours utilisé l'écriture comme outil d'introspection, voilà, pour décharger mes pensées, voilà, parler de comment je me sentais. Je pense que comme j'ai toujours eu un grand degré de sensibilité, j'ai toujours eu ce besoin en fait de m'interroger moi-même sur comment ça allait et d'exprimer ce que je ne pouvais pas nécessairement exprimer voilà, dans ma famille ou auprès de mes amis, enfin d'avoir ce relais papier dans mon dialogue avec moi-même. J'ai toujours été dingue de papeterie aussi, c'est-à-dire j'ai toujours passé des heures voilà, dans les papeteries à avoir envie d'acheter tous les carnets et à dépenser tout mon argent de poche voilà, en papeterie, en stylo, en gomme, etc. Donc voilà, je pense que j'avais une prédisposition à ça et je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est sans doute que vous partagez cette historique et cette passion aussi. Donc justement, on parle de papeterie. La question qui m'a été posée, c'est: quel stylo utilises-tu pour écrire dedans? Alors, moi, je suis monogame d'une façon générale et en termes de stylo. Donc moi, j'utilise exclusivement ce stylo-là. Donc je vous le montre. Alors, est-ce que ça montre dans le bon sens? Je vois les youtubeuses beauté qui font ça quand elles montrent leur crayon de maquillage. Ça marche aussi pour un stylo feutre. Donc c'est un stylo feutre avec une pointe très fine. J'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, attendez. Avec une pointe très fine. Je pense que c'est 0,5 mm. C'est de la marque Staedtler. C'est le Triplus Fine Liner. Et donc j'utilise ça depuis, je sais pas, 15 ans. Je les achète par boîte de 10 et j'en ai partout. J'en ai dans mon sac, j'en ai dans ma sacoche de travail, j'en ai voilà, à côté de mon bureau, etc. Ce sont des marqueurs qui écrivent, dont la mine glisse très bien sur un papier de bonne qualité, qui permet d'écrire assez petit parce que, mine de rien, les petites lignes pointillées, en fait, elles sont assez petites. Donc, vous voyez, moi, j'écris quand même sur mes flots de pensée. Vous voyez, c'est une écriture qui est assez petite. Donc, moi, je les trouve très agréables. Le seul reproche que je leur fais, c'est qu'en fait, c'est une mine qui s'use au fur et à mesure qu'on écrit avec. C'est-à-dire, en fait, c'est pas qu'il y a plus d'encre au bout d'un moment, c'est qu'il y a plus de mine. Et ça me pose un petit peu un problème que à chaque fois, quand le stylo est usé, il faut jeter le stylo, qui est un stylo en plastique. Donc, c'est pas génial pour l'environnement. Idéalement, on pourrait remplacer la mine et garder le stylo, mais à ma connaissance, Staedtler ne fait pas ça. Donc voilà, le seul stylo que j'utilise. Et par ailleurs, mon père écrivait avec ce type de... Je crois qu'il appelait ça un microfeutre. Donc ce type de stylo, et donc j'aime bien avoir utiliser le même genre de stylo que lui. Une question qui m'a été posée, que j'ai trouvée très intéressante, c'est: comment dépasses-tu la peur de rater, entre guillemets? Alors, cette question m'a beaucoup surprise parce qu'en fait, je n'ai jamais pensé à ça, parce que je ne réfléchis pas à mes carnets en termes de réussite ou d'échec, puisque en fait, ce sont des carnets qui c'est vraiment un outil qui sert à répondre à un besoin. Et donc, en fait, à partir du moment où j'écris dedans, c'est réussi.
y a pas moyen de rater, en fait, dans ces carnets. Je pense que cette question doit venir de la tendance qui était très à la mode il y a quelques années d'avoir un bullet journal, où l'idée c'était d'avoir des carnets magnifiques, avec des décorations, avec du masking tape, avec des grilles, avec des petits symboles et des petits machins, etc. Alors moi, j'ai pas le temps du tout de faire ça, je trouve ça très joli, mais j'ai pas le temps de faire ça. Et donc, en fait, moi, il y a aucune recherche esthétique dans ce que j'écris. Enfin, c'est vraiment le seul objectif, c'est que je puisse à peu près me relire. Mais donc voilà, si j'ai écrit et si c'est à peu près lisible par moi en tout cas, c'est réussi. Donc pas de peur de rater et voilà, je vous invite tous à abandonner cette peur-là. Tant que ça vous est utile, c'est réussi. Est-ce que tu conserves tes anciens carnets une fois remplis? Alors, je conserve mes anciens carnets plus de façon symbolique que de façon fonctionnelle. Dans l'idée, c'est parce que je me dis que je pourrais avoir besoin d'une information que j'ai notée il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. En toute franchise, quand je regarde, là, j'ai des carnets qui datent de... Enfin, voilà, j'ai tous mes carnets depuis, je pense, 10 ans. Il y a zéro chance que je recherche les notes d'une réunion que j'ai eue il y a 10 ans. Donc, ces carnets-là, en réalité, je pourrais m'en débarrasser. Simplement, voilà, j'aime pas trop l'idée qu'ils atterrissent dans une déchetterie quelque part. En revanche, pour les carnets qui me servent pour mes flots de pensée, j'aime beaucoup l'idée de conserver une trace de mon évolution personnelle d'une année à l'autre et en plus, en tout état de cause, voilà, d'une décennie à une autre. Donc, j'aime beaucoup ça. Et là, par exemple, pour préparer cet épisode, j'ai ressorti une pile de mes carnets et je suis retombée sur mon carnet de flots de pensée d'octobre 2019 à juin 2020. Donc, si vous vous souvenez ce qui s'est passé dans le monde quelque part entre entre octobre 2019 et juin 2020, c'était intéressant de revoir voilà le moment avant, insouciance totale, projection sur l'année, etc. Et puis au début du mois de mars 2020, on sent que la situation commence à se tendre un petit peu. Et puis comment j'ai vécu le confinement, etc. Donc voilà, c'est intéressant de se replonger là-dessus. C'est intéressant de pouvoir revenir des années plus tard et se dire, ok, bah ces points de préoccupation, ça me paraît dingue que ça ait pris une telle place à l'époque et ça n'est plus du tout un problème pour moi aujourd'hui. Et certains sujets sur lesquels on se dit, ah bah tiens, c'est intéressant parce que ça continue à se manifester. D'une autre façon, évidemment, ça s'est transformé, etc. Mais voilà, de voir qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui change. Voilà, moi qui m'intéresse à l'évolution personnelle, je trouve ça intéressant de garder ces traces-là. Je me dis aussi pour plaisanter que voilà, si un jour quelqu'un écrit ma biographie, il sera pas déçu. Il aura de quoi faire avec des piles de carnets. Je dis ça pour plaisanter, bien évidemment. Alors, la question suivante qui m'a été posée, c'est comment ne pas avoir peur de se lancer à écrire quand on n'a que 5 minutes et la tête qui déborde? Alors ça, j'aime beaucoup cette question parce que ça illustre bien la pensée perfectionniste et la pensée noir-blanc et tout ou rien. Donc en fait, il y a l'idée que si j'ai la tête qui déborde, en fait, j'aurai besoin d'avoir beaucoup de temps pour décharger mon esprit, mais si je n'ai que 5 minutes, autant ne rien faire. Ma vision des choses, c'est plutôt que si on a la tête qui déborde et qu'on n'a que 5 minutes, réjouissons-nous d'avoir 5 minutes pour juste commencer voilà, 5 minutes, en réalité, c'est beaucoup. Si vous mettez un timer et que vous écrivez 5 minutes sans interruption, je vous assure que c'est long, 5 minutes. Donc, moi, ma recommandation, c'est de ne pas cracher sur les 5 minutes si elles surviennent et de voir que à l'usage, même 5 minutes, ça fait vraiment beaucoup. En fait, c'est un petit peu comme si on se disait qu'on a, par exemple... voilà, on se sent un peu... on ressent l'envie de bouger, de prendre l'air, etc. et que on aurait vraiment envie d'aller faire une balade dans la forêt, dans la nature, etc., mais qu'on n'a que 5 minutes, bah, avec 5 minutes, il vaut mieux faire le tour du pâté de maison et avoir bougé quand même un petit peu mille nez dehors, plutôt que de se dire non, j'ai que 5 minutes, donc ça ne sert à rien, je reste assise sur ma chaise. Donc, si cette analogie vous parle, je vous incite vraiment à vous dire, même 5 minutes, même 2 minutes, c'est déjà énorme. Même 2 minutes sur un coin de feuille, c'est déjà beaucoup. Et la dernière question que j'ai gardée pour la fin, parce que c'est la plus croustillante, c'est est-ce que tu as peur qu'on trouve tes carnets et qu'on les lise? Alors, j'avoue que ça n'est pas du tout une peur qui me préoccupe, et il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que je n'écris pas très bien, et qu'en fait, moi, j'arrive à me relire, mais que ça n'est pas super lisible pour n'importe qui. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que les personnes avec qui je vis, donc en l'occurrence, il y a mes 2 fils et mon mari,
J'ai avec ces personnes-là un niveau de confiance suffisant pour être à peu près sûre que ça ne leur viendrait pas à l'idée de regarder mes carnets, regarder ce que j'ai écrit. Je pense qu'ils ont bien intégré cette notion que, en fait, les carnets de quelqu'un, c'est leur intimité, c'est leur jardin secret, et que donc, en fait, on ne va pas fouiller dans les carnets de quelqu'un d'autre. Donc ça, je suis assez confiante là-dessus. Pour ce qui est de mes enfants, comme j'écris la plupart du temps mes flots de pensée en anglais, même s'ils commencent à se débrouiller en anglais, je pense qu'entre la qualité de mon écriture et le vocabulaire que j'utilise pour écrire en anglais et leur niveau d'anglais, je pense qu'on est encore assez tranquille là-dessus. Mais le dernier rempart qui fait que je suis vraiment complètement tranquille à laisser mes carnets, parfois même je les laisse ouverts et en fait je me sens tout à fait tranquille, c'est qu'en fait j'assume complètement auprès en particulier de mes enfants et de mon mari ce que je suis susceptible d'écrire. Alors, il se trouve que c'est pas très souvent à leur sujet, mais que bien sûr, ça peut arriver parce qu'il y a eu un sujet de tension, une incompréhension, quelque chose qui m'exaspère parce que, bien sûr, ça arrive dans toutes les relations. Et qu'en fait, ce que je suis susceptible d'écrire dans ces moments-là, en fait, là où j'assume complètement, c'est qu'en fait, c'est précisément parce que ça n'est pas pour eux, ces pensées-là. C'est-à-dire que ces pensées que je vais jeter sur le papier quand je suis en colère ou exaspérée ou irritée, etc., l'utilité de les mettre par écrit, c'est de ne pas les leur dire à eux parce que je suis consciente que ma lecture de la situation à ce moment-là est complètement biaisée par mon système nerveux autonome qui est activé, par des boutons qui m'appartiennent sur lesquels ils ont appuyé mais ça ne les concerne pas et que mon objectif, c'est justement de vider ces pensées-là sur le papier à ce moment-là pour pouvoir trouver le point de vue sur la situation qui me paraît le plus juste pour moi, le plus juste par rapport à la relation, pour que ensuite je puisse leur parler de tel ou tel sujet, en ne leur déversant pas le flot de mes pensées, parce que ça, je m'en suis occupée de mon côté. Donc, dans l'hypothèse très peu probable où mon mari tomberait sur un truc que j'ai écrit parce qu'à un moment j'étais irritée sur quelque chose et que voilà. Alors déjà, il serait au courant, parce qu'en fait, quand je fais ça, c'est pour pouvoir en parler après en étant ancré et en apportant un point de vue constructif pour la relation. Et je serais tout à fait en mesure de lui dire, bah oui, en fait, j'étais vraiment en colère ou j'étais vraiment agacée par ça. Oui, ce que j'ai écrit, je le pensais sur le moment, mais la raison pour laquelle je te l'ai pas dit, c'est que je trouvais pas que c'était ça que je voulais t'exprimer. Et donc, moi, je suis vraiment pour normaliser le fait que, bien sûr qu'on a tous des pensées, des émotions qui sont pas jolies, qui sont parfois notre part d'ombre, qui parfois expriment une hostilité, une agressivité, etc. Qui est, encore une fois, c'est notre système nerveux autonome qui est activé, qui est en réaction de combat ou de fuite ou de défense. On se sent sur la défensive, etc. C'est ça la nature humaine. Et l'intérêt d'avoir un carnet et de pouvoir coucher ces pensées-là sur papier, c'est justement pour protéger la relation et pour qu'on s'envoie pas ça à la figure. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle je suis tout à fait tranquille et je n'ai pas peur qu'on lise mes carnets. Évidemment, si je perdais un carnet quelque part un jour dans un café, je serais assez embarrassée d'avoir quelqu'un qui le trouve et qui lit des choses qui ne lui appartiennent pas. Bon, ce serait pas génial, mais c'est pour ça que je fais très attention. Ça ne m'est jamais arrivé, je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé d'égarer un carnet quelque part. Et il y a à chaque fois, au début de mon carnet, il y a écrit que si vous le trouvez, il y a mes coordonnées pour qu'on puisse me le rendre. Après, je suis pas du tout à l'abri que quelqu'un le lise, effectivement. Mais bon, ça fait partie du risque, effectivement, d'avoir des carnets. J'espère vous avoir donné des idées pour concevoir votre propre système de carnet. J'espère vous avoir bien transmis quel était mon état d'esprit dans mon utilisation de ces carnets. N'hésitez pas en commentaire sous la vidéo de cet épisode à me dire qu'est-ce que ça vous a évoqué, qu'est-ce que ça vous a inspiré, quel carnet est-ce que vous utilisez. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous dis à très bientôt.